Donc, Francis, bonjour encore une fois. Nous, ça fait Eric, bonjour. quelques minutes comme d'habitude qu'on fait les off. Hein. On prend le plaisir un petit peu de Oui, parler tous les deux. écoute, c'est normal, un petit peu avant, de façon à se mettre un petit peu dans le sujet. Et puis tu m'as fait part aussi des questions que tu avais, Voilà. questions convenant des internautes. Voilà. D'ailleurs, Et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. ouais, absolument. Bonjour à tous et à toutes aussi, puisque je suis Voilà. sûr qu'il doit y avoir aussi des filles qui nous écoutent et puis qui posent des questions également. On a En ça. tout cas, si elles ne posent pas de questions, ben, il faudrait qu'elles s'y mettent aussi, puisqu'elles sont les bienvenues. Alors, écoute, honneur aux dames. Tiens, justement. C'est pas prévu. On enchaîne tout de suite. C'est en fait un couple, mais il y a une photo. Sur la photo, on voit surtout la dame. Mais la personne, en tout cas, c'est son compagnon, c'est Simon Moraguet, qui nous pose une question, enfin qui te pose une question très très simple en fait sur des ouvrages en bodybuilding, des livres en bodybuilding. Ouvrages à conseiller sur le body, nutrition, entraînement, physiologie, biomécanique. Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Waouh! Alors là, tu sais, ce qu'il faudrait savoir déjà, d'une part, c'est que il y a presque 13 ans que j'ai quitté la France. Donc les nouveaux ouvrages qui sont sortis au niveau de la nutrition notamment, puisque ça évolue sans cesse, je ne les ai pas, si tu veux, je ne les ai pas. Alors je vais t'aider. Alors tu vas m'aider. Voilà, je vais t'aider. En Voilà. fait, Simon Moret, pardon, doit connaître forcément les best-sellers mondiaux en termes de vente sur Amazon. Ce sont nos collaborateurs. Tu sais, ils viennent de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps dans la Dream Team. Il s'agit de Michael Gundil et de Frédéric Delavier. Donc, qui ont écrit les D'accord. fameuses méthodes donc d'entraînement de Lavier et en même temps des bouquins. Donc, non seulement anatomie, mais diététique aussi. Donc voilà, moi je conseillerais toute cette panoplie de livres. Il y en a une certaine quantité. Et je pense que c'est le b.a.-ba, un peu comme ta méthode, pour, euh, Voilà. pour en savoir un petit peu plus sur l'entraînement, la physiologie et la biomécanique. Voilà Simon. Parfait. Ça Ben, c'était. écoute, la réponse est donnée, la Voilà. réponse est faite. On enchaîne sur Hassen Moueb. Alors Hassen, c'est quelqu'un qui nous suit régulièrement, je l'en remercie au passage. Alors, il y a deux petites interventions de sa part. Je commence par la dernière, en fait. J'ai un autre message à passer à Francis. Francis, on t'aime. Voilà. Bon, ça c'est un gentil Ça, c'est un message. gentil message. Et Merci. sa Ça fait question, c'est plaisir. bonjour Francis. Les étirements Oui. interviennent-ils dans la forme d'un muscle? Si oui, comment? Ouais, alors, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est est-ce que on peut éventuellement modifier la forme d'un muscle en étirant, en l'étirant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une forme initiale, il y a une forme qui est issue de la génétique. Voilà. Donc, on peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est développer au plus le muscle. Et pour ce faire, il faut l'entraîner et donc le stimuler au mieux. Donc, lorsqu'un muscle est complètement étiré, il sera complètement contracté par effet, par effet. Donc, c'est vrai que l'étirement complet du muscle améliore la contraction d'un muscle. Donc, forcément, Son on développement va pouvoir global. atteindre, voilà, on va pouvoir atteindre le développement maximum du muscle puisqu'on fait des mouvements qui sont donc quasi parfaits et on va avoir un développement qui va être quasi complet. Voilà, moi je vais aller dans ton sens en répondant à Sen que quand on voit les flex wheelers, donc flex pour flexible, on en avait parlé dans un ancien podcast, ou toi-même qui est relativement très souple, c'est vrai que toutes ces rondeurs, ces muscles qui ont une certaine forme, en tout cas plus esthétique que d'autres, elles sont surtout dues à la génétique. Maintenant, je pense moi aussi que l'étirement favorise un développement harmonieux du muscle et global. Hein. Voilà, mais pour la forme globale vraiment du muscle, c'est quand même beaucoup la génétique, enfin, en tout cas à 99%. Bien sûr, et puis il faut savoir aussi que la forme d'un muscle ne se voit que lorsque le muscle est défini. En plus. S'il n'y a pas de définition, on peut pas anticiper sa forme. C'est vrai. Donc, plus un muscle est défini et plus sa forme sera non seulement probante, mais je dirais même euh,
plus significative, voilà, plus grande, plus importante. On verra plus de forme, on verra. Alors que si le muscle n'est pas défini, ben, il y aura un manque de forme musculaire, un manque de voilà. Ok, Donc, merci Francis et merci Hassen pour ta question. Alors on a deux questions qui concernent un sujet qui est très tabou. Alors Francis et moi nous sommes mis d'accord en début de conversation, en off, que tout ce qui concerne en fait la chimie, le dopage, etc., pour tout ce qui est déjà contrainte, en termes de journalistique, moi j'ai le droit d'aborder certains sujets, il faut que je fasse attention quand même à ce qui est dit, en tout cas quoi qu'il en soit, vous les auditeurs, vous êtes au courant que moi je ne fais pas l'apologie de toute façon de la chimie, au contraire, avec Francis on vise plus la longévité, le bien-être, la santé. Après on sait qu'il y a des pratiques dès un petit niveau, je dirais même un niveau amateur, donc on y reviendra Francis et moi, hein, Francis tu es d'accord, dans un podcast à part, totalement destiné donc au dopage, à ses risques, à ses pratiques dans tous les sports, hein, parce qu'il n'y a pas que le bodybuilding qui est concerné. Donc ce message s'adresse à Semi Benitez et à Samuel Chaber, donc, qui nous ont posé des questions. Je les garde, je les mets de côté et on les reprendra à ce moment-là. Excuse-moi Francis, après je vais couper le téléphone comme ça, c'est en live, on fera pas de coupure. Oui, Christophe, je te rappelle, hein, je suis en enregistrement là. Je te rappelle. À plus tard, merci. Ciao, ciao. Et on va mettre le mode avion, comme ça on va être tranquille. Donc voilà, c'était pour dire donc à nos fans bodybuilding rules qu'on ne les oublie pas, on reprendra dans un sujet bien spécial. Ok, Francis? Ok. On fait comme ça. Une autre question de Thomas Pinel. Alors Thomas Pinel, lui aussi, un régulier de bodybuilding rules. Je le remercie de sa question. Vous êtes une figure emblématique, Francis, de l'âge d'or du culturisme. Quelle est votre vision du bodybuilding actuel? Merci par avance. Bon, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des raisons quant à l'évolution du bodybuilding. Et ces raisons, ben, c'est l'accumulation de connaissances qu'on a depuis le début de cette pratique, de cette discipline sportive. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui ont été établies et qui ont été faites. Au jour d'aujourd'hui, le bodybuilding est une activité qui est plus pratiquée. Il y a de plus en plus d'intérêt pour le bodybuilding pour les gens qui s'adonnent à la compétition. Il y a de plus en plus de compétitions dans le monde, amateurs et professionnels. Donc tout ceci attire de plus en plus de pratiquants et il se trouve qu'il y a plus de génétique qui pratiquent le bodybuilding et c'est ce qui explique aussi que on n'avait pas autant de bonne génétique dans les années 70, 80 et 90 parce qu'on n'avait pas autant de compétiteurs. Alors parmi ces génétiques absolument extraordinaires, on arrive maintenant à obtenir des résultats supérieurs qu'auparavant. Donc il y a ça. Donc il y a l'expérience, donc les connaissances par rapport à toutes ces expériences qui ont été faites depuis le début donc de la pratique du bodybuilding, connaissances, expérience, et il y a aussi de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de génétique, donc de bonne génétique, de génétique supérieure qui s'adonne à cette pratique et on a plus de résultats forcément. Il y a donc une évolution. Alors quand on parle d'évolution, il n'y a pas seulement ou simplement une évolution au niveau de la génétique. On ne va pas expliquer uniquement que la progression aujourd'hui et que le niveau aujourd'hui est dû à la génétique. Il y a aussi une diététique qui est donc plus sophistiquée. Il y a les gens s'entraînent, les compétiteurs s'entraînent avec des périodes beaucoup plus longues qu'auparavant. Avant, on préparait un championnat du monde, par exemple, en 5-6 mois. Certains en une année, bien sûr, mais vraiment très sérieusement, 5-6 mois. Aujourd'hui, les compétiteurs se préparent sur toute l'année, et notamment les professionnels. Il n'y a plus de off-saison, comme il y avait dans les années 70 notamment, et même 80. Et puis, il faut le dire aussi, on l'a évoqué un petit peu auparavant, la chimie a beaucoup évolué.
Donc au jour d'aujourd'hui, on a, malgré le fait qu'on a plus de connaissances, d'expériences, de meilleure génétique, etc., il est vrai que la chimie a beaucoup évolué aussi, et ça fait aussi une grosse différence. À travers sa question, il y a un petit peu aussi le sentiment général de tous ceux qui suivent Bodybuilding Rules. Ils ont compris que moi je milite énormément, et à travers toi j'en profite également en te remerciant une fois de plus, pour le bodybuilding old school. Alors je le répète très très souvent, des physiques esthétiques, harmonieux, pas forcément hypertrophiés, même si à ton époque, hein, dans les années 90, il y avait de sacrés gabarits, hein, tu les as affrontés et tu les as même battus pour la plupart. Aujourd'hui, on a des poids de corps de 140, 150 kilos sur scène. Tu penses quoi de... Est-ce que tu trouves que c'est une dérive? Est-ce que tu trouves que c'est une suite logique à tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire entraînement plus spécifique, plus de génétique, donc plus de potentialité, hein, sur scène, et plus de chimie, ou en tout cas une chimie plus sophistiquée également? Mais il faut pas oublier que, moi je me rappelle, en France, on avait un culturiste qui était surdimensionné, il s'appelle toujours, je suppose, Barthel. Il était du sud de la France, enfin, il était de Draguignan. Moi, quand je l'ai connu, il habitait Draguignan. Et bon, il faisait les championnats du monde dans la catégorie des super lourds, mais en période hors saison, il dépassait allègrement les 120 kilos. Et il n'était pas très grand, il devait faire peut-être 1m75. Donc, et il travaillait très très lourd, et il avait un format exceptionnel. Donc, et ça, c'était début 80. D'accord, ouais, donc il y a 35 ans déjà. Voilà, encore une fois, il y avait la génétique, puisque c'était un garçon qui était génétiquement fait pour ça. Et puis il y avait certainement, bien sûr, une préparation spécifique qui lui permettait d'atteindre un haut niveau de développement musculaire. Toi, est-ce que tu te verrais aujourd'hui sur scène face à des Big Ramy, Phil Heath, Kyle Green, des gars qui font entre 120 et 150 kilos sur scène, sec? Oui. Ou est-ce que tu apprécies tout simplement ce genre de physique à l'heure actuelle? Toi qui étais inspiré par Zane, Frank Zane. Avec ce que je sais aujourd'hui, si j'avais leur âge, je me présenterais avec le format que j'avais lors de mon comeback pour le Grand Prix d'Australie, c'est-à-dire en 2006. Bon, j'étais aux alentours des 90 kilos, assez défini, mais avec ce que je sais aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais probablement le même poids, et bon, je pourrais certainement rentrer dans le top 10. Peut-être pas faire les places que ce que je faisais dans les années 90, mais certainement rentrer dans le top 10. Mais c'est une question de critères de jugement. C'est sûr que ce qui est important à retenir, c'est que c'est l'effet visuel qui compte. C'est exactement Donc ça. si on arrive à être impressionnant sur scène malgré un développement musculaire moindre par rapport aux champions actuels, on peut rentrer dans les meilleurs, c'est possible, puisque comme tu l'as souligné peu de temps auparavant, j'ai eu l'opportunité de concourir avec Ronnie Coleman, avec Dorian Yates et Nasser El Sambati, voilà, donc des gros gabarits. Et j'ai eu la possibilité, par exemple, dans les années, en 1990, tu te souviens du Suisse Jean-Luc Fabre? Oui, il y avait Jean-Luc Favre et, Voilà, et Fuchs aussi, voilà. Jean-Pierre Fuchs, il y avait aussi un... Fuchs, qui est arrivé un petit peu après. Ouais, bon, Jean-Luc Favre avait un physique, il était très épais, des gros pectoraux, des gros bras. Il avait quand même un physique surdimensionné. Bon, j'ai eu la possibilité de lui passer devant en 1990 lors du contrôle antidopage d'ailleurs. Et pourtant, il était champion du monde quelques années auparavant. Je pense une année auparavant, en 1989, si mes souvenirs sont bons, il était champion du monde de super lourd. Donc, il est possible, encore une fois, d'être compétitif avec un poids de corps relativement bas,
à condition de paraître volumineux, d'être impressionnant. Mais encore une fois, ça va dépendre du critère des jugements. Il est vrai qu'aujourd'hui, on aura tendance à faire des comparaisons entre des culturistes, d'une part, qui auront fait les meilleures places lors du précédent Monsieur Olympia, c'est comme ça que ça se passe, et d'autre part, entre des culturistes, des compétiteurs avec un gros volume. Tu parlais justement de critères de jugement pour aller toujours dans le sens de Thomas Pinel, donc la vision du bodybuilding actuel. Les critères du jugement sont pas toujours respectés, ils n'ont pas toujours été respectés. Bon, ça fait partie malheureusement du sport en général et surtout du nôtre bodybuilding qui est basé sur des critères subjectifs. Mais aujourd'hui, tu sais, nous on tend à mettre en avant justement la qualité de l'entraînement, la qualité du physique, plutôt l'esthétique que forcément le volume. Pareil, plutôt la qualité d'entraînement plutôt que le poids, forcément. Aujourd'hui, toi, tu vois comment, maintenant que tu es plus sur scène en tant que compétiteur, mais en tant que spectateur et culturiste de renom, de voir que certains culturistes plus gros et pas forcément plus esthétiques passent devant les plus harmonieux. Concernant Ramy, par exemple, de Belgrami, oui, qui vient de remporter l'Arnold Classic il y a peu de temps, il est fort possible qu'il méritait le titre. Il avait peut-être le compromis idéal au niveau du volume, évidemment, musculaire, de la densité et une certaine définition. Et dans toutes les poses imposées, que ce soit au repos ou en contraction, il s'est avéré qu'il a remporté la compétition. Il est vrai que malgré son volume incroyable, il a une ligne aussi. Tout est question de proportion. Hein. Par rapport à son volume, il a conservé une ligne, malgré tout, malgré un volume incroyable. Oui, et puis ce qu'on juge, c'est quand même bon, le volume, la densité, la définition musculaire, la proportion. Donc si dans l'ensemble il est équilibré, il a un gros format, certes, il est défini, il est dur, et chacune des poses imposées par le jury, il ressort le mieux. Il gagne, il prend sa première place. Et puis il faut voir aussi le niveau de compétition le jour du championnat. Une dernière question, mais ça restera dans le cadre de la question de Thomas Pinel, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là. Est-ce que tu crois qu'un retour en arrière est possible? Sincèrement? Non. Ouais, on est d'accord, moi non plus. Et non, puisqu'on s'oriente maintenant... Pas à ce niveau-là, en tout cas, pas au niveau de Monsieur Olympia. Hein. Peut-être à non, d'autres niveaux. il faudrait faire deux catégories à Monsieur Olympia et dans les compétitions professionnelles pour les gens qui souhaitent les deux formes de bodybuilding, si je puis dire, le bodybuilding esthétique et puis le bodybuilding où on va plutôt privilégier la masse et le développement musculaire. Donc si on fait deux catégories avec des critères différents, des critères complètement différents, oui, on peut avoir un retour au physique esthétique, harmonieux, proportionné, symétrique et au beau physique aussi, puisque des physiques comme Frank Zane, Serge Nubret, Bob Paris. Après, il y a les attitudes aussi. Par exemple, Lee Labrada, j'ai jamais trouvé que Lee Labrada avait un beau physique, mais il avait de belles attitudes. Il se présentait très bien sur scène, il était très élégant, il avait beaucoup de classe, et donc il faisait apparaître son physique plutôt beau. Mais c'était plutôt sa façon de faire, sa façon d'évoluer, de se présenter sur scène, qui le rendait esthétique. Mais si on prend chaque muscle individuellement, on s'aperçoit qu'il n'avait pas forcément de beaux muscles, il n'avait pas forcément une certaine proportion entre certains groupes de muscles. Il manquait par exemple de dorsaux. Bon, donc il y avait et pourtant il avait de pectoraux assez épais, des triceps super bien développés, des gros avant-bras, des gros abdominaux, de très bonnes cuisses. Il manquait un petit peu d'ischio, il manquait de fessiers. Donc et il était considéré comme un culturiste esthétique, proportionné, symétrique, etc. Donc c'est plutôt sa façon de se mettre en valeur. Il savait très bien se mettre en valeur, en effet. Tu vois, donc la mise en valeur du physique
que peut rendre le physique beau, esthétique, plaisant, avec bien sûr une qualité musculaire la plus appropriée possible le jour de la compétition. Alors comme aujourd'hui, en voilà, bodybuilding, on a justement des catégories men's classiques, ça se rapprochera un petit peu plus du cadre de physique des années 80-90 dans ces physiques-là, hein, esthétiques, harmonieux, basés vraiment sur la symétrie, tu vois, plutôt que sur le volume. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que l'esthétique, pour moi, l'esthétique, veut dire aussi de beaux muscles. Oui. Pas simplement, une belle attitude, une belle présentation, et comme tu parlais, une belle qualité de peau, le teint, etc. Choix de la musique, chorégraphie. La forme des muscles, on en parlait tout à l'heure, avec une question qu'on avait sur les étirements, est-ce que ça modifiait la forme des muscles, etc. Le muscle peut être beau ou ne pas être beau, ou être entre les deux. Et ça, il faut le souligner aussi. C'est pas parce qu'on a la catégorie des physiques classiques, hein, fitness, comme tu dis, et on a des physiques qui sont pas outrement développés, hein, parce qu'il y a un rapport taille-poids, en fait, dans les men's classiques. Hein. À pas confondre avec les men's physiques, ceux qui sont en Bermuda. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc je vois bien la différence. C'est pas pour autant qu'on va avoir de beaux physiques, des physiques symétriques et proportionnés. Et inversement, on peut avoir un physique comme celui de Dexter Jackson, qui est beau, puisque le beau, c'est agréable à regarder, agréable à l'œil, qui est esthétique. Il a de belles formes de muscles, les épaules sont bien rondes, les cuisses sont aussi bien galbées, il est complet, dans l'ensemble, il a un dos magnifique, ses triceps aussi sont bien arrondis, ses biceps aussi, il a une petite taille, une petite ceinture, une fine ossature, il est plaisant à regarder, à évoluer, il est esthétique et on peut dire qu'il a un beau physique. Inversement, on peut trouver un physique de 70 kg pour 1m70 par exemple, avec des muscles qui ne sont pas plaisants à l'œil. Oui, c'est vrai. La notion d'esthétisme... Donc c'est pas forcément le poids de corps et le développement musculaire qui rend un physique plaisant à l'œil. Hein. Tout à fait d'accord avec toi, et tu en as été l'illustration parfaite. Regarde, avec Frank Zane, un jour, j'ai eu la possibilité de visiter Zane Haven à Palm Springs. Et il y avait une photo de lui dans son gym qu'il avait caricaturé lui-même. Et donc, c'était un dessin. Et il avait donc amélioré son physique, surdimensionné son physique, en respectant les proportions, les formes de muscles, etc. Mais pour avoir un physique comme ça, il aurait dû faire au moins, je ne sais pas, 100 kilos, alors que Frank Zane faisait dans les 85-86 kilos tout au plus, au sommet de sa forme en 1979. Donc, Frank Zane aurait pu être beau, même à 100 kilos, surdimensionné. Oui, toute une question d'attache, de génétique, de proportion, c'est vrai. Et de forme. Et de forme de muscle. Et également de présentation. Question suivante, c'est Robin Geffroy, je pense, j'espère que j'écorche pas le nom, j'espère qu'il m'en voudra pas. Donc il nous dit, que conseilles-tu de faire quotidiennement afin d'améliorer son posing, et as-tu des exos spécifiques pour faire le fameux vacuum, la pose du vacuum? Bon, alors au niveau de la pose du vacuum, je vais répondre tout simplement, je ne sais pas très exactement les exercices qu'il faudrait éventuellement faire pour l'améliorer. Donc peut-être que tu pourrais répondre à cette question, ou on pourrait lui envoyer une réponse écrite. Alors, justement. Si tu as eu l'occasion de regarder le dernier magazine Bodybuilding Rules qui est sorti donc il y a quelques jours, on a le jeune Owen Powell, donc c'est un Britannique qui est fan de toi d'ailleurs, qui a été ravi que dans le montage d'une des pages que je lui ai réalisé sur une interview de Paul James, un de nos collaborateurs, que je l'ai mis à côté de toi en fait, puisque tu es son idole en fait. Hein. Et cette personne-là prône le old school physique, tu vois, et il n'arrête pas de faire cette fameuse pose, donc pose du vacuum, en rentrant donc son estomac, et il préconise donc des exercices tels que le pullover banc, en se mettant en travers du banc, tu vois, avec une... Ah, le banc demi-lune? Pas le demi-lune, non, le plat. Après, tout est une technique de respiration,
vider d'abord l'air et inspirer après au niveau du diaphragme. Enfin, toute une technique qui est entre sa technique à lui de culturiste et les techniques de yogi en fait. Hein. Alors, ça veut dire que 25 minutes se sont écoulées. On va continuer quand même, hein, parce que on n'a pas tout abordé. Moi, j'invite donc Robin à regarder un petit peu auprès d'Owen Powell pour tout ce qui est question de pause et comment effectuer le vacuum, le travailler. Et on revient vers toi. Revanche, oui, Francis. Voilà. En revanche, moi, je vais pouvoir répondre à sa première question, qui est voilà. Comment améliorer le posing. Est-ce que tu as des exercices spécifiques et est-ce que tu en faisais toi-même régulièrement? Oui, alors, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de pratiquer énormément, ce qui est assez logique. Ensuite, de se placer très près de la glace, de façon à observer le corps tout entier lors d'une pose spécifique. Exemple, double biceps de face, commencer par les pieds, et puis voir l'écartement des pieds, voir les contractions des cuisses, ce qui se passe au niveau de l'abdomen, s'il faut contracter les abdominaux en même temps qu'on fait la pose double biceps ou pas, ou tiens avec la pose vacuum, pourquoi pas. Ça peut être spectaculaire, notamment si on a des dorsaux proéminents. Et puis se placer dans un angle qui va mettre en valeur le corps tout entier et donner plus d'effets, causer plus d'effets, donc paraître plus impressionnant, plus musculaire et plus développé que ce que l'on est en réalité. Et pour ce faire, il faut étudier, je dirais presque au centimètre, les angles qui conviennent le mieux pour ressortir au mieux au niveau de toutes les poses, de chacune des poses imposées ou même au repos. Et il faut passer beaucoup de temps. Alors bon, relâcher un petit peu, prendre par exemple une pose double biceps, maintenir la pose double biceps et voir ce qui se passe avec ces jeux, comment je suis placé au niveau des pieds, comment mes cuisses sont contractées, est-ce que mes cuisses ressortent mieux en tournant un petit peu les pieds de cette façon, en orientant le droit ou le gauche, voilà, etc. Ça te prenait combien de temps par jour? Ça te prenait combien de temps par jour? Écoute, moi je calculais pas parce que jusqu'à que je sois satisfait et surtout en fonction de mes ressources, de mon énergie. Ce que je veux dire par là, Francis, si je me permets d'interrompre, c'est parce que certains le font juste avant le concours, d'autres le font parfois en fin de séance, comme ça pour contrôler un petit peu ce qu'ils ont travaillé. D'autres le font en période, je dirais, des fois de repos cardio et mélangent donc le posing, l'entraînement donc artistique à ce niveau-là. Toi, c'était quoi, un mélange? C'était une pratique quotidienne? Elle était basée un petit peu sur l'entraînement? Il faut dire que ça commence à payer vraiment que de travailler le posing et d'améliorer chacune des postures et des poses, etc., que lorsqu'on a une certaine définition. Si on n'est pas défini, on va pas pouvoir se placer au mieux par rapport à ce qu'on voit. Donc il faudrait commencer dès que notre physique commence à avoir un petit peu plus de muscularité, de définition, etc. Donc ça peut être 2 mois avant une compétition. Bon, si on est relativement sec toute l'année, c'est avantageux puisqu'on peut commencer à pratiquer. On peut toujours pratiquer, même habillé, le posing libre. Oui. Puisqu'il y a une musique à choisir, il y a des poses à mettre en place, il y a une chorégraphie, une coordination, etc. Donc au niveau du posing, on peut le travailler à n'importe quelle période de l'année, même 6 mois avant une compétition, si on veut exceller au niveau du posing libre. Maintenant, pour les poses imposées, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne forme, une bonne condition. À ton niveau, ça semblait tellement facile hein, quand on te voit sur scène, qu'on peut imaginer que c'était donc de nombreuses heures de pratique. Tu t'inspirais toi-même d'anciens posing? Tu faisais un mélange, un petit peu tout ça? Oui, il faut s'inspirer. Moi, ce que je faisais personnellement, c'est j'avais des magazines et je m'inspirais de certaines photographies, de certaines poses
et je les essayais devant la glace pour voir si elles me convenaient déjà. Puisqu'il y a des poses qui conviennent par rapport au développement musculaire, par rapport à notre physique, etc. Et il y a des poses qui conviennent pas. Donc il faudrait sélectionner des exemples, des modèles de bodybuilders auxquels on ressemble. Voilà, c'est ça. Faut être un peu objectif, moi, c'est vrai. Voilà. En ce qui me concerne, c'était plutôt Mohamed Makawi, Serge Nubret, Samir Banout, Frank Zane, voilà, des physiques plutôt comme ça qui m'inspiraient et qui m'aidaient à améliorer mon physique. Et les cassettes vidéo de l'époque, à l'époque il n'y avait pas de DVD, il y avait des cassettes vidéo, donc regarder les Olympias, etc., inspire pour les poses imposées et pour les poses aussi artistique, le posing libre. Pour tout ce qui était pose de dos, est-ce qu'on te prenait des photos? Est-ce que on te filmait? Comment ou alors tu avais plusieurs miroirs qui te permettaient de bien voir ton dos pour affiner tous ces petits détails que l'on ne voit pas, puisque en effet ça se trouve derrière nous. Absolument, c'est une bonne question, hein, c'est une bonne remarque. En ce qui concerne les poses de dos, les poses de trois quarts, on peut, si on est souple, on peut se voir, mais les poses de dos, notamment dorsaux de dos et double biceps de dos, il faut automatiquement un miroir. Donc c'est possible, en plaçant un miroir devant soi, même de petite dimension, de voir ce qui se passe avec un miroir beaucoup plus important derrière. Donc, avoir une personne qui tient le miroir devant nous, de façon à pouvoir ajuster les deux poses, et aussi avoir des personnes qui nous aident à prendre des postures, parce qu'il n'y a pas simplement prendre la pose de façon convenable, bien ajustée, bien alignée, etc. Mais il faut aussi être impressionnant. Et lorsque tu fais un double biceps de dos ou un dorsaux de dos, il faut que la pose soit la plus avantageuse possible. Il faut faire ressortir son physique avec le plus d'avantages possible. Et pour ce faire, il faut contracter suffisamment, pas trop non plus. Il faut placer les mains là où il faut. Lorsqu'on fait un dorsaux de dos, par exemple, un double biceps de dos, pareil. Il faut pas trop contracter les bras, mais il faut plutôt contracter le dos, les épaules. Bon, après, il y a un ensemble. Il n'y a pas que le dos. Il y a aussi les fessiers, les arrières de cuisses, les mollets. Et puis, il faut que le tout soit harmonieux, soit esthétique, plaisant à voir. Il faut que la pose soit et puis surtout, il faut être bien prise. En plus de tout ça, pour finir, il faut être endurant, parce que l'artistique, le posing artistique, c'est une chose, 1 minute ou plus en fonction de l'époque, hein, puisque maintenant c'est imposé, tu as vu 1 minute. Mais parfois, sur les line-up, les rappels en comparaison font qu'il faut avoir une bonne condition physique aussi à ce niveau-là. Hein. Alors, pour avoir une bonne condition physique, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que la pratique. Le fait d'être sec, d'être défini, améliore la possibilité d'être endurant, d'être résistant sur scène et de pouvoir conserver les poses. Surtout si on compte sur le régime uniquement pour être défini. Donc si on compte sur le régime uniquement, on peut tenir sur scène et maintenant, c'est vrai qu'il y a certains bodybuilders de compétition qui ont du mal à tenir sur scène par rapport à l'usage de diurétiques. Donc ça fatigue notamment le cœur et on a du mal à rester sur scène, c'est vrai. Bonne remarque, on y reviendra peut-être une prochaine fois. On enchaîne et on revient à une question maintenant qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui est donc posing et présentation artistique. Le pseudo, c'est Ange Démon. Alors, bonjour, voilà 10 ans que je fais du bodybuilding. J'ai pris 26 kilos, donc c'est beaucoup hein, quand même, donc quelqu'un qui devait être relativement mince, je pense. Et depuis 3 ans, je suis calé au même poids. Même en doublant mes protéines et mes repas, rien n'y fait. Pourrais-tu me dire la raison? Merci. Antoine de Charleroi, en fait. Voilà. Bon, moi ce que je vais dire à Antoine, c'est que pour progresser, il ne faut pas compter que sur l'alimentation. Pour augmenter son poids de corps et notamment son développement musculaire, il ne faut pas compter que sur l'alimentation. Donc le fait d'augmenter les protéines ou même la ration calorique ne va pas suffire. Il faut même être
être conscient que lorsqu'on augmente trop la ration calorique, on risque de prendre du mauvais poids et pas forcément du muscle. Donc il faut faire la distinction entre prendre du muscle et prendre du poids, tout simplement. Donc l'alimentation est une chose importante, mais il faut peut-être voir aussi la récupération. Est-ce que la récupération est adéquate? Est-ce qu'il dort suffisamment? Est-ce qu'il produit suffisamment de muscles par rapport à sa récupération ou pas? Et puis il faut surtout voir sa façon de s'entraîner. Comment s'entraîne-t-il aujourd'hui? Il faut savoir une chose, c'est que ce qui marchait au tout début ne fonctionne pas forcément aujourd'hui. Il a peut-être aussi atteint son potentiel génétique maximum. Oui, tu as abordé tellement de points là qui sont vraiment passionnants. Et moi, j'ai rien à rajouter à part que parce qu'on n'a pas assez d'informations, hein, donc on peut pas donner des précisions sur une généralité là de quelques lignes. Mais au-delà de tout ce que tu as dit, oui, si j'avais un point à rajouter, c'est juste ce que j'évoque assez souvent avec toi, c'est la capacité digestive aussi. Des fois, on mange beaucoup trop et des fois mal, et la quantité va pas faire éventuellement la qualité ou la même quantité absorbée. Quantité donc apportée sur la table n'est pas celle que vous allez forcément assimiler. Donc petite info ça pour Antoine de Charleroi. Mais sinon voilà, tu as très bien résumé. J'espère que la réponse comme ça satisfera Antoine. On enchaîne sur Big Alain. Alors Alain c'est un ami, c'est quelqu'un de très imposant, très puissant en termes de force, tu vois. Il nous fait des soulevés de terre à 300 kilos par exemple. On le retrouve sur Facebook avec ses quelques vidéos, il s'entraîne chez lui, très très puissant, ancien légionnaire. Alors, il nous marque, pour qu'un muscle se développe en harmonie, il faut travailler les fibres, alors ça c'est ce qu'il dit, en explosif, en endurance, en force, enfin en tout cas de plein de manières possibles et imaginables. Le fait de travailler lentement avec un temps sous tension long, de 10 secondes et plus, est-ce que cela ne ralentit pas la progression, ou du moins ne ralentit pas la progression en termes de qualité musculaire ou quantité musculaire? Ben, si c'était le cas, je préconiserais pas la performance progressive puisqu'elle est basée sur un travail très lent, sur une forme d'exécution quasi parfaite, une amplitude complète, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour stimuler le muscle, il faut beaucoup de ressources, il faut beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est une première chose. Lorsque les méthodes d'entraînement sont demandantes et taxantes pour l'organisme, elles demandent encore plus d'énergie et de ressources qu'une méthode économique comme la performance progressive, qui est une méthode qui demande plutôt l'investissement du muscle et pas l'investissement du corps tout entier, et notamment du système nerveux. Donc, moi, je suis convaincu personnellement que le fait de travailler lentement et de garder le muscle sous tension lors de l'exécution donc de chacun des mouvements favorise la stimulation de la croissance. Surtout dans ta méthode globale, hein, on y arrive à chaque fois, on la développe un petit peu plus à travers les autres podcasts, puisque là c'est un hors-série questions-réponses. Mais tu as des phases aussi où tu es en accélération dans la phase concentrique, donc dans la flexion par exemple, oui, et lentement dans l'extension. Hein, on est d'accord. Donc ça, on le réabordera, à moins que tu veuilles en dire un petit mot là. Puisqu'en fait, tu as oui, aussi toi un cumul de force, en fait, de rapidité. C'est un ensemble, hein, ta méthode, en fait. Hein. Elle aborde un petit peu tous les styles de contraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des techniques d'entraînement que je ne préconise pas, qui sont, par exemple, la puissance. Alors, la puissance, c'est quoi? La puissance est une qualité musculaire qui demande donc une combinaison, une addition entre la vitesse et la charge. C'est ce qui crée la puissance, la qualité donc physique, et qui est la puissance. Donc ça, je l'utilise pas. Lorsque j'utilise la vitesse rapide d'exécution pour le soulevé de charge ou pour pouvoir déplacer la charge vers le haut, par exemple, que ce soit pour des élévations latérales ou un curl à la barre ou autre, on ne voit pas visuellement la vitesse.
mais je m'efforce d'augmenter la vitesse pour pouvoir déplacer la charge, pour qu'elle ne reste pas bloquée quelque part dans le mouvement. Donc, si la charge devient lourde pour le muscle, et si je ne peux plus déplacer la charge, je vais utiliser la vitesse pour pouvoir déplacer à nouveau la charge et qu'elle ne soit pas stagnante, statique. Voilà. Donc, c'est pas pour améliorer. Pas. Tout à fait, tout à fait. Arnold Schwarzenegger utilisait beaucoup cette technique également, mais non pas, il le précisait bien, non pas pour tricher, mais simplement pour continuer l'effort, pour empêcher justement qu'il y ait un blocage à un moment donné. La tricherie, en fait, c'est de servir de l'élan, de l'à-coup ou de la vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut le voir à l'écran, la vitesse, c'est ça. Ça, c'est la vitesse. Moi, je vais me servir de la vitesse et je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que la charge va être lourde pour le muscle et je vais être bloqué. Donc, imaginons que je sois bloqué ici. Pour pouvoir monter plus haut, je vais commander à mon muscle d'aller le plus vite possible. Donc, le fait de commander au muscle d'aller le plus vite possible, ou plutôt à l'avant-bras, je vais pouvoir déplacer la charge. Mais, en fait, visuellement, ça va donner ça. Oui. Et donc ça va être toujours très lent. Ça va être toujours très lent, mais le fait d'avoir commandé la vitesse, d'avoir choisi la vitesse et de penser vite, ça va me permettre de déplacer la charge, c'est tout. Mais le mouvement va être toujours lent. Pourquoi lent? Parce que je souhaite que ce soit le muscle qui déplace la charge et non pas la vitesse. La vitesse est une force extérieure qui n'implique pas le muscle. Moi, je peux comprendre, si tu veux, la question d'Alain, parce que j'ai toujours, enfin constamment cette remarque, toujours ce questionnement quand on change un style d'entraînement, est-ce qu'il va être efficace ou pas. Je dis toujours que le meilleur prescripteur, ça reste eux. À eux d'écouter nos podcasts, à vous tous auditeurs d'écouter nos podcasts et d'en retirer, je dis toujours, la substantifique moelle. Essayez la méthode de Francis, faites en sorte qu'elle devienne la vôtre. Si vous devez apporter des modifications, faites-le dans le respect des règles de la biomécanique, de la physiologie, enfin de la cohérence en tout cas. Voilà, donc pour toi Alain, tu peux bosser très très lourd, mais le lourd n'exclut pas la qualité, voire peut-être même la lenteur qui va rajouter du poids du coup à tes mêmes exercices. Ce qu'il faut qu'Alain garde en tête, c'est on peut travailler lourd, très lourd, voire même hyper lourd, mais à condition que ce soit le muscle qui déplace la charge et que ce soit pas d'autres forces extérieures, à moins qu'il aime travailler lourd pour la charge. À ce moment-là, comme la majorité des bodybuilders, il n'y a pas de contre-indication à travailler lourd, très lourd. Hein. À partir du moment où le mouvement est bien exécuté, et ça, je sais que Alain est très efficace à ce niveau-là. Alors, on va finir par Einamu Varadi. Alors, là aussi, j'espère que je me trompe pas quand je le prononce. C'est assez long, donc je vais décomposer, en fait. Hein, parce que je veux quand même rendre hommage aux gens qui ont pris le temps de nous écrire sur Facebook, et je les en remercie. Bien sûr, c'est important. Voilà. Alors, il nous marque, cela fait 8 mois que je m'entraîne à la salle de sport. Je viens de changer ma méthode d'entraînement en prenant en exemple celle de Francis Benfato, après avoir vu vos podcasts qui sont excellents. Je sens effectivement que mes muscles sont stimulés au maximum, entre parenthèses, par rapport à ce que je faisais en me fatiguant essentiellement à l'époque, j'imagine, nerveusement et en m'étant plus lourd. Donc déjà, un point positif depuis qu'il écoute nos podcasts et qu'il utilise ta méthode. Donc, oui, je reprends un petit peu. Hein, donc, et de façon intense, de plus à la fin du training, qui dure environ 1h40. Alors ça, on y reviendra, parce que on peut avoir, on l'avait dit, des séances relativement longues ou courtes. Ça, on va voir en fonction du travail tout un chacun. Il travaille un gros muscle et un petit, par exemple, dos triceps. Je me sens pas trop fatigué nerveusement, même plutôt en forme. Et aussi, je ne ressens pas trop de courbatures au niveau de mes muscles, alors que pendant l'entraînement, je les sollicite et les sens bien au maximum. J'en tremble même. J'ai l'impression que je fais comme du gainage avec ce travail. J'aime m'entraîner de cette façon, mais j'ai des doutes. Alors, on va sans doute te les lever, hein, Einamu. Au point de vue de la force. Alors, on y revient encore, tu vois, encore une fois, cette question de force. Sachant que mon max au développé couché est de 140 kg pour 2 à 3 répétitions.
Est-ce que d'ici quelques semaines, voire mois d'entraînement, je pourrais améliorer cette performance avec cette méthode? Je finis, hein, excuse-moi Francis, c'est long, mais donc on en revient à la force, s'il peut continuer à progresser, sans avoir de problème au niveau de mes articulations ou tendons. Le travail, alors voilà, je vais finir là-dessus parce qu'après il y a une autre question. Donc est-ce qu'il peut, alors ça coule de source hein, s'il a écouté tous les autres podcasts, hein, mais je te laisse répondre. Est-ce qu'il peut augmenter sa force Voilà, en voilà. utilisant cette méthode-là? Puisqu'il a des doutes, Bon, donc on va lui ôter. ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode-là n'est pas destinée à augmenter sa force, chiffrée. C'est-à-dire que si aujourd'hui il fait 140 kg au développé couché 2-3 fois, et s'il souhaite faire demain ou après-demain 145 ou 147 kg, en s'entraînant de cette façon, il ne va pas forcément augmenter ses performances au niveau des charges, au niveau des chiffres. Le but de cette méthode d'entraînement, l'objectif de cette méthode d'entraînement est de stimuler la croissance musculaire, c'est-à-dire le développement. Voilà. Oui, non, mais il y a des méthodes évidemment pour augmenter sa performance au développé couché, au squat. Oui, il y en a d'autres bien plus spécifiques, en effet. Voilà. Mais c'est pas la performance progressive. La performance progressive est destinée à augmenter le format. Le format surtout. Hein, et notamment à combler les points faibles. Et combler ses points faibles sans traumatiser son organisme, parce qu'il me met entre parenthèses, on le voit à l'écran, sans avoir de problème au niveau de mes articulations ou tendons quand je vais le réaliser à nouveau, sa performance de 140 kg. Alors, encore une fois, c'est de quelle manière pratique-t-il son développé couché? Est-ce que c'est dans les règles de l'art ou pas? Mais en tout cas, la pratique de la PPM n'engendre pas, si elle est effectuée correctement, de problèmes articulaires tendineux, voire musculaires graves, puisqu'il y a cette notion de qualité, de respect de la physiologie, avec un angle de travail adapté, une vitesse adaptée également, un poids en fonction de ses objectifs, de la forme du moment, de son état nerveux, etc., etc., comme on l'a répété assez souvent. Complètement. Donc, pas de risque, Enamou Varadi, à ce niveau-là. Aucun risque articulaire, tendineux, aucun risque. Voilà. Ensuite, à lui de faire attention, comme toute pratique extrême, quand on va dans des répétitions de 2 à 3, donc c'est très peu en termes de chiffres, hein. Donc à lui d'avoir une maîtrise parfaite de son mouvement. Sinon, malheureusement, oui, la blessure peut être au rendez-vous. Le travail en cardio, c'est-à-dire HIIT, ou vélo d'appartement en intervalle training. On parle beaucoup dans ce moment d'intervalle training pour tout ce qui est perte de poids et de graisse. Est-il essentiel à allier à ce type d'entraînement, ou est-ce que cela est juste accessoire? Entre parenthèses, du point de vue de la performance, force, santé et sèche. En espérant m'être bien exprimé, merci encore pour votre travail. Donc, est-ce que le cardio, HIIT ou vélo d'appartement en intervalle training est-il essentiel à allier à ce type d'entraînement? Enfin, pour lui, est-ce que ça va de pair? Ben, s'il souhaite avoir une complémentarité et faire du travail aérobique, cardio-training, en plus du travail aux résistances, bon, c'est un plus, c'est bien, mais c'est pas indispensable à l'amélioration de ses performances, pas du tout. Au contraire, puisque ça va être des sources d'énergie qui vont être utilisées pour le cardio-training. On est d'accord. Sources d'énergie précieuses qui pourraient être utilisées pour s'entraîner plus durement, ce qui veut pas dire forcément autrement qu'en appliquant la performance progressive au mieux. Donc les réserves d'énergie sont précieuses. Il faut savoir bien les utiliser. Il faut pas trop en faire. Voilà. Tout est question, je pense. Il faut penser aussi une chose. Oui, c'est une question de dosage. Il faut penser aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas que l'entraînement. Il y a aussi, pour progresser, il y a le repos, la récupération qui permet de produire du muscle. Oui, tu insistes à juste titre parce qu'on oublie de le répéter. C'est durant la phase de repos qu'on se régénère et que le muscle donc se reconstruit et se renforce. Donc voilà, Enamou Varadi. Garde en tête également que il faut du temps, il faut de la patience,
et que quand on est naturel, comme Francis l'a dit juste avant, il faut pouvoir se préserver. On peut pas tout faire, on peut pas faire forcément tout ce qui est écrit dans les magazines américains et des séries interminables avec des poids forcément trop lourds. Moi, je pense que ce qu'il faut garder en mémoire, c'est d'être modéré en tout. Oui, L'avantage de la performance progressive, c'est qu'il va y avoir un investissement musculaire. Et forcément, en s'entraînant avec la performance progressive, on va avoir la possibilité d'avoir plus d'énergie pour pouvoir faire des séances cardio-training, des séances soit de vélo, soit de marche rapide ou de jogging en plus, 2-3 fois par semaine, par exemple. Justement parce qu'on n'aura pas utilisé toutes ces ressources d'énergie pour ces séances d'entraînement. Moi, je pense que pour terminer ce podcast questions-réponses, donc numéro 1, premier dédié vraiment aux questions-réponses des internautes, je pense qu'il faut accumuler un maximum encore d'informations, un maximum de connaissances. Il faut pouvoir aussi les assimiler. Il faut prendre le temps de se documenter, d'écouter nos podcasts, de les argumenter, etc., de confronter les expériences, de faire sa propre expérience en fait de tout ceci. Et ça prend du temps, hein, donc maître mot, la patience. Hein. Absolument, la patience. Merci à tous les auditeurs donc pour votre fidélité, pour l'écoute de ces podcasts et le relais, je les vois sur Facebook ça et là, partagés. Merci à ceux qui nous ont posé les questions, à tous ceux qui voudraient nous interpeller et surtout interpeller la star Francis Benfato, que moi je surnomme dans nos textos quand on s'écrit le Sphinx. Hein. Donc n'hésitez pas, on sera là pour y répondre. Donc on va essayer d'être réactif à ce niveau-là pour les questions-réponses. Francis, merci beaucoup. Super. Nous, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause pour enchaîner sur les podcasts qui concernent la durée d'une séance d'entraînement, puisqu'on avait plusieurs épisodes à ce niveau-là. On continue. Donc, merci les internautes. À très bientôt pour un prochain podcast. Et Francis, merci à dans quelques minutes. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao.